Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire des exemples de manipulation, des petits programmes sur les graphes avec un logiciel qui s'appelle Maple. Alors Maple, c'est un produit qui est commercialisé par une société canadienne qui s'appelle MapleSoft et vous avez ici l'URL de cette société. Donc c'est un logiciel qui est payant, il faut une licence pour pouvoir l'utiliser, moi j'en ai une. C'est un logiciel qu'on peut trouver dans des laboratoires de recherche en mathématiques ou en informatique, des départements d'enseignement dans ces disciplines aussi parfois, dans des entreprises. Donc si vous avez l'occasion d'y avoir accès, je vous encourage à essayer de programmer les algorithmes que l'on a vus dans d'autres vidéos. Voilà. Donc un autre point aussi, moi je vais utiliser la version Maple 18, qui n'est pas du tout la dernière version, mais c'est la seule pour laquelle j'ai une licence, et qui pour ma part me suffit amplement. Dernier point, ce n'est pas un placement de produit, moi je ne travaille pas du tout pour cette société, c'est simplement un partage d'expérience, puisque j'ai l'occasion dans mes activités professionnelles d'utiliser ce logiciel, et je le trouve en tout cas très utile, très pratique pour faire, on va dire, des maquettes de programmes, pour tester des idées algorithmiques. Voilà. Donc c'est pas du tout un tutoriel non plus sur Maple, ça serait beaucoup trop long, il faudrait des heures et des heures pour en faire le tour, et d'ailleurs j'en serais absolument incapable, puisque Maple traite non pas que de graphes, mais de plein d'autres choses. Voilà. Alors commençons. Tout d'abord sur cette première ligne ici, je vais introduire grâce à With un certain nombre de bibliothèques qui vont m'être utiles après. La principale ici c'est Graph Theory, et puis d'autres qui vont me servir à faire d'autres opérations. Mais en tout cas, la principale est ici. On va commencer par quelques petites manipulations de base. Comment créer un graphe? Alors un graphe, on peut le créer grâce à ça, par exemple, à l'instruction graphe, dans laquelle on va donner une liste de sommets, et puis un ensemble d'arêtes. Et chaque arête ici est représentée par une paire de sommets. Alors, allons-y. Voilà, donc je viens de valider cette ligne, et il vient de construire un graphe qu'il a mis dans la variable h, qui est non orienté, non pondéré. Il me dit qu'il y a 7 sommets et 6 arêtes. Voilà. Donc le graphe est construit. Si on veut le visualiser, ce graphe, on fait Draw Graph H, et voilà un dessin du graphe. Alors bon, c'est vrai que l'affichage est un peu, pourrait être un petit peu plus perfectionné. Alors peut-être que dans les dernières versions, c'est un petit peu mieux. Bon, mais enfin, ça a au moins le mérite d'exister. On peut accéder aux éléments du graphe, par exemple à l'ensemble des sommets de H en tapant vertices de H. Alors ça ne donne pas un ensemble, mais ici une liste de sommets. Et l'ensemble des arêtes, avec edges de H, qui va me redonner évidemment le même ensemble que ce qui m'a servi ici pour faire la construction du graphe à l'origine. Bien. Voilà, donc c'est assez facile d'accéder aux éléments d'un graphe. Alors dans la bibliothèque Special Graph, il y a un certain nombre de graphes qui sont déjà prédéfinis, préconstruits, dont notamment le Petersen, le graphe de Petersen qui est celui-là. Voilà, c'est un joli petit graphe que je dessine ici. Donc si je veux accéder à l'ensemble des arêtes du graphe, eh bien je tape Age de Petersen Graph, et là ça me donne l'ensemble de toutes les arêtes du graphe qui est dessiné ici. D'autres graphes sont disponibles, alors on ne va pas en faire le tour exhaustif, il y en a beaucoup, mais notamment des graphes en grille, des grilles. Donc une grille 5,3, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose comme ça. Alors on peut remarquer ici maintenant que les sommets sont non plus étiquetés par des entiers comme dans le graphe de Petersen, mais par des coordonnées en quelque sorte, hein, vous voyez, 1, 3, etc. Donc si je lui demande de me donner les sommets de la grille, eh bien il va me donner cette liste ici, qui est ici sous forme de chaîne de caractères, une chaîne de caractères qui représente, si vous voulez, les coordonnées de chaque sommet. Voilà, donc ce qui est intéressant dans Maple, c'est qu'on peut créer des sommets avec des identifiants qui peuvent être des chaînes de caractères, qui peuvent être des entiers, ou des identifiants comme A, B, C, D, E, F. Alors si je demande maintenant les arêtes de cette grille, eh bien évidemment il va me donner un ensemble de paires de sommets, et chaque sommet est ici une chaîne de caractères représentant les coordonnées dans la grille du sommet. Voilà, donc il y a plein d'autres graphes qui sont prédéfinis, mais on ne va pas en faire le tour, c'est pas l'objectif. Donc ça c'était juste quelques petites manipulations de base d'un graphe.
Maintenant, on va voir un petit algorithme pour construire un couplage maximal pour l'inclusion. Ça, un couplage maximal pour l'inclusion, j'ai consacré une vidéo sur ça, sur cette problématique des couplages, et notamment je faisais la différence entre couplage maximal pour l'inclusion et couplage de taille max. Donc là, c'est simplement un couplage maximal pour l'inclusion que je vais construire grâce à cette procédure que j'ai écrite, qui commence ici et qui se termine ici. Alors la description, c'est construction d'un couplage maximal pour l'inclusion, du graphe passé par argument. Ici, un argument qui est H. Alors la première instruction que je fais, c'est que je copie mon graphe dans G, parce que ce graphe, je vais un petit peu le triturer, donc du coup, je vais en faire une copie. Je vais commencer par initialiser un ensemble S à vide. Cet ensemble va contenir à la fin l'ensemble de toutes les arêtes du couplage, et je vais le construire pas à pas. Et la règle, c'est la suivante. Tant que G contient au moins une arête, c'est-à-dire que tant que l'ensemble des arêtes de G est différent de l'ensemble vide, vous voyez ici, ça s'écrit vraiment de manière très mathématique, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va générer de manière aléatoire une arête de G, donc on va choisir en fait de manière aléatoire dans l'ensemble des arêtes une arête. Je vais mettre cette arête dans E, voilà, et je vais ajouter E dans l'ensemble S, qui au départ était vide. Voilà, donc je rajoute E dans l'ensemble S, et voilà, vraiment ça s'écrit de manière très mathématique. Ensuite, je vais supprimer les sommets extrémités de cette arête E dans G. Voilà, donc dans G, je supprime l'extrémité 1 de E et l'extrémité 2 de E. Voilà, et tant qu'il y a des arêtes dans G, je fais ça. Et à la fin, lorsqu'il n'y en a plus, je retourne S, qui va être mon résultat. Bien, je valide la production de cette procédure. Maintenant, je vais écrire une petite procédure qui me permet d'afficher le matching de manière graphique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord construire un couplage, donc un matching maximal matching de G. Ensuite, je vais mettre cet ensemble M d'arêtes en surbrillance dans G. Voilà, ils vont se dessiner en rouge. Et ensuite, je vais dessiner le graphe. Vous voyez, donc c'est très simple, en 3 lignes, qui sont assez compréhensibles, ça s'écrit. Alors regardons, faisons-le tourner, affichons un couplage maximal pour l'inclusion dans le graphe de Petersen, et bien allons-y. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc vous avez le graphe de Petersen, et en rouge, vous avez les arêtes du couplage qui vient d'être construit. Donc si je réexécute cette instruction, eh bien il va me trouver un nouveau couplage maximal pour l'inclusion. Voilà, encore un, et puis si je réexécute, encore un. Alors évidemment, ça va me donner des couplages en général 2 à 2 différents d'exécution en exécution, puisque ici, il y a une partie aléatoire dans le choix de la prochaine arête à mettre. Bien, essayons avec la grille 3-3. Ben voilà ce que ça donne. Ici, ça donne cette arête, celle-là, celle-là et celle-là. Si je réexécute à nouveau, ça devrait me donner un couplage différent. Voilà, c'est le cas. Allez, encore une fois, voilà, encore un couplage différent. Donc ce coup-ci, cette arête, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc vous voyez que le cœur de l'algorithme, il s'écrit comme ça. Tout le reste, c'est juste simplement de l'affichage. Et c'est vraiment très simple et c'est vraiment l'esprit de l'algorithme tel que je l'ai décrit dans la vidéo consacrée à la problématique du couplage. Passons à un autre problème, le problème de la construction d'une couverture des arêtes d'un graphe, le problème du vertex cover. Donc j'ai aussi consacré une vidéo à ce problème. Alors je vais directement écrire un algorithme qui me permet de construire une couverture des arêtes d'un graphe. Alors cette méthode, cet algorithme, je l'appelle ED, qui va prendre en entrée un graphe H. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va calculer un couplage maximal pour l'inclusion, grâce à la procédure que j'avais tout à l'heure, qui va mettre ça dans M, et puis il va retourner l'ensemble, c'est un ensemble, vous voyez, on l'écrit entre accolades, des extrémités des arêtes de M, du couplage. Voilà. Donc ED, c'est tout simplement ça. On prend un couplage maximal pour l'inclusion dans G, et on retourne l'ensemble des sommets qui sont les extrémités de ces arêtes. On peut démontrer, c'est assez facile, que ça donne effectivement bien ce qu'on appelle un vertex cover. Voilà, donc ça c'est juste la procédure qui permet de construire l'objet. Maintenant, une procédure simplement pour afficher.
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord construire un vertex cover qu'on va mettre dans G. Ensuite, on va mettre en surbrillance les arêtes de C dans G. On va les peindre en rouge ici, puis ensuite on va afficher le graphe. Voilà. Regardons ce que ça donne sur le graphe de Petersen. Et bien voilà, tous les sommets rouges constituent bien, effectivement, une couverture des arêtes du graphe. Si on le réexécute, ça devrait nous donner voilà, autre chose, hein, puisque je vous rappelle que dans Max Matching, on fait des tirages aléatoires, donc il n'y a pas de raison particulière pour que d'une exécution à l'autre, ça donne le même résultat. Encore une fois, voilà, je crois que ça a donné le même résultat que précédemment, mais c'est pas impossible, bien sûr. Voilà, là ça a donné un résultat où tous les sommets sont sélectionnés. Évidemment, c'est bien une couverture. Et si encore une fois, voilà, là c'est tous les sommets sauf ces deux-là. Essayons sur une grille 3-6, et bien voilà, ça donne tous les sommets sauf ces deux-là. Essayons encore une fois, voilà, tous les sommets, alors là la solution un petit peu meilleure, c'est tous les sommets sauf ces quatre-là. Et si on essaie maintenant sur un arbre aléatoire à 12 sommets, donc là l'arbre je vais le découvrir avec vous, hein, puisqu'il va être généré de manière aléatoire. Voilà, donc l'arbre que ça construit, ça a donc d'abord construit un arbre à 12 sommets, et ensuite ça a construit une couverture des arêtes, un vertex cover, et ensuite ça l'a affiché. Donc ça, le vertex cover ici qui a été construit, c'est l'ensemble de tous les sommets rouges, sauf ces sommets jaunes. Alors réappliquons, évidemment on va avoir un arbre qui va être différent, voilà, même s'il ressemble. Donc là ça va être l'ensemble de tous les sommets rouges, sauf ces quatre-là. Et si on encore une fois, voilà, etc., etc. Vous voyez, on peut facilement composer les choses dans ce langage de programmation. Maintenant, encore un exemple d'algorithme. On va construire des colorations des sommets d'un graphe. Alors là aussi, j'ai consacré plusieurs vidéos sur les colorations de graphes. Ici, il s'agit de coloration des sommets. Sur la coloration des sommets, j'ai consacré 2 vidéos, dont une qui était dédiée un peu aux applications pour la construction de planning optimaux. Alors ici, je vais utiliser en plus une bibliothèque qui s'appelle Color Tools, qui va me permettre d'avoir une palette de couleurs qui va me permettre d'afficher les choses en vraies couleurs. Alors je vais commencer par cette procédure. Alors ne la regardez pas de très près, c'est vraiment du bricolage, hein, c'est simplement pour affecter à chacune des couleurs qui va être représentée par un entier un petit peu plus tard, des vraies couleurs. Mais ça, c'est vraiment que du bricolage, hein, ça ne passe pas à l'échelle s'il y a trop de couleurs. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important ici, ça va être cette procédure-là, colorier. Donc on va prendre en entrée un graphe G, et à la fin, on va retourner un tableau de couleurs. Alors, on va commencer tout d'abord par mettre dans N le nombre de sommets de G, ça s'écrit Number of Vertices of G, voilà. Et ensuite, l'algorithme consiste à générer, ici de manière aléatoire, donc un randperm, une permutation de l'ensemble des sommets de G. Donc on va tirer une liste aléatoire des sommets de G. Ensuite, on va faire une phase d'initialisation. On va affecter à chaque sommet U une couleur que l'on note plus infini. Ouais, on peut manipuler l'infini ici en Maple. Donc on ne va pas manipuler de vraies couleurs. Une couleur, ça va être un numéro, ça va être un entier. Et ici, au départ, dans l'initialisation, je mets cet entier à plus infini. Alors c'est une couleur qui n'existe pas, mais c'est pas très grave. Ça veut dire non colorié, si vous voulez, au départ. Ensuite, on va faire une boucle sur tous les sommets, U dans L. Alors L, je vous rappelle que c'est la liste que l'on a tirée au hasard ici, une permutation de l'ensemble des sommets. Et pour chaque sommet U pris dans l'ordre de cette liste, on va affecter à U la couleur U qui va être quoi? Qui va être ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on prend l'ensemble de toutes les couleurs raisonnables possibles, on va dire, hein, pour simplifier vraiment à l'extrême, donc l'ensemble 1n, n, je vous rappelle, c'est le nombre de sommets du graphe, et on va supprimer l'ensemble des couleurs des voisins de G. Donc pour le sommet U, on va regarder toutes les couleurs qui restent, qui ne sont pas déjà affectées aux voisins, et on va prendre la plus petite couleur.
Voilà, donc dit en français, en fait, à U, on va lui associer le plus petit numéro de couleurs non encore pris par ses voisins. Voilà, et bien cette idée en Maple, elle s'écrit comme ça. Voilà, tout simplement. Enfin, on peut l'écrire comme ça. Bien, alors je valide cette procédure qui est maintenant disponible. Et maintenant, on va faire 2-3 petites expériences sur des graphes, donc notamment sur le Petersen. Alors pour le faire ici, je mets le Petersen dans GG, je calcule la coloration grâce à la procédure que je viens de construire, qui est ici, voilà, coloriée. Et puis ensuite, j'affiche le résultat avec ma petite procédure bricolée tout à l'heure. Regardons ce que ça donne. Voilà, donc là, il m'a colorié les sommets du graphe de Petersen en 1, 2, 3 couleurs. Alors si je le réexécute, ici, alors je crois, voilà, oui, je vais le réexécuter dessous, hein, c'est exactement le même code, pour qu'on voit, voilà, vous voyez, ça donne une coloration qui va être différente, même si elle utilise le même nombre de couleurs, c'est-à-dire ici 3. Alors réexécutons ça, voilà, encore 3 couleurs avec une coloration qui est différente de la première. Regardons pour une grille 5-5, ici, donc même idée générale. Voilà, donc la grille 5-5, c'est un graphe bipartite qui peut être colorié avec seulement 2 couleurs. Et bien ici, là, on va en utiliser 3. Mais rien n'empêche, évidemment, de réexécuter cette procédure, parce qu'elle est très rapide. Donc là, voilà, là j'ai une coloration optimale. Il se trouve qu'en 2 essais, j'ai obtenu une coloration optimale. Alors attention, ce procédé de coloration, cet algorithme de coloration ne garantit absolument pas que vous allez toujours obtenir une coloration optimale. Hein. Attention, bien sûr, hein, puisque c'est un problème difficile, le problème de la coloration. Mais en tout cas, il est suffisamment simple pour pouvoir éventuellement l'exécuter de nombreuses fois, de manière indépendante les unes des autres, en faisant des générations aléatoires de listes. Et puis, au bout de, je ne sais pas, par exemple 100 essais, vous allez retenir la meilleure coloration que vous avez obtenue. Et en pratique, on va dire, ça marche pas trop mal. Alors, c'est pas trop quantifié ce que je viens de raconter, mais c'est un algorithme qui est utilisé en pratique. Bien, et qui est très simple. C'est un algorithme glouton, en fait. Et qui s'écrit en fin de compte sur voilà, une boucle for, hein, si on ne compte pas les initialisations. Un dernier exemple, le parcours en profondeur. Alors là, j'ai consacré 2 vidéos, une vidéo un petit peu vulgarisée et une autre un petit peu plus approfondie. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo plus approfondie, c'est peut-être le moment de la regarder avant de regarder cette partie-là, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de l'algorithme. Alors, première chose, ici, j'ai utilisé des blocs d'exécution. Alors, je vais vous montrer ce que c'est un bloc d'exécution. Voilà, je la développe. Bon, ça, c'est simplement pour afficher l'animation. C'est-à-dire que je vais faire exécuter le parcours en profondeur. Je vais enregistrer ce qui se passe et ensuite je vais animer l'algorithme. Alors ne regardez pas ça trop en détail, c'est simplement des détails vraiment très techniques qui permettent, voyez, d'afficher en couleur un certain nombre d'arêtes. Bon, c'est pas très important, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais me contenter d'exécuter le code, voilà, et puis je vais réduire la région pour ne plus qu'on la voie. Maintenant, le point important se trouve dans cette région d'édition de code, qui est ici, voilà, la procédure DFS. Alors, regardons-la un petit peu plus en détail. Ici, je vais faire quelque chose qui n'est pas très recommandé de faire lorsqu'on fait vraiment du génie logiciel. C'est-à-dire que je vais utiliser des variables globales. Donc là, vraiment, je ne fais qu'une maquette du DFS. Hein, donc ça, c'est vraiment pas à conseiller de faire des variables locales. Simplement parce que ça m'arrange, ça m'allège un petit peu le code, je dirais. Donc c'est comme si ça, c'était en entrée, si vous voulez. Donc je vais prendre un graphe G, un sommet R, qui est le sommet de départ, et puis L, qui va jouer le rôle du tableau pair, si vous avez vu ma vidéo de détails sur le parcours en profondeur. L, si vous ne l'avez pas vu, ben L, en fait, ça va permettre d'enregistrer les arêtes au fur et à mesure que je les accumule dans le parcours en profondeur. Le cœur de la méthode est ici, DFSREC, donc, qui est une procédure récursive, puisqu'elle s'appelle elle-même ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lorsqu'on l'appelle sur un sommet U, on va mettre la couleur de U à gris. Ensuite, on va faire une boucle sur tous les voisins de U dans G. Et on va regarder si ce sommet, ce voisin V est blanc, alors on va accumuler l'arête entre U et V. Et ensuite,
on va faire l'exploration DFS-REC à partir de V. Et donc on va revenir ici, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'une procédure locale à la procédure DFS. Et maintenant, le corps de DFS, qui n'est pas très très important, mais qu'il faut faire quand même, c'est on initialise une liste vide, ensuite on fait une boucle sur tous les sommets pour initialiser la couleur de chaque sommet à blanc. Ensuite, le sommet de départ est colorié en gris, et ensuite on attaque vraiment l'exploration en faisant DFS-REC de R. Voilà. Donc ça correspond exactement au code tel que je l'ai montré dans la vidéo consacrée à rentrons dans les détails du parcours en profondeur. Bien, je vais exécuter cette région de code, ce qui me permet de définir dans mon environnement Maple la procédure DFS. Je vais pas réduire, je vais vous la laisser. Alors voilà, donc maintenant on va l'exécuter. Je vais l'exécuter sur ce graphe G, que je définis, vous voyez, de manière explicite. J'ai juste besoin d'ailleurs de définir l'ensemble de ces arêtes. Je vais partir du sommet R égale à E, et puis je vais faire DFS. Voilà. Donc là, ça me donne un certain nombre de choses. Et puis je vais faire animer, en fait, l'exécution de ce petit programme de tout à l'heure. Donc le graphe, c'est celui-là. Le point de départ, c'est celui-là, que j'ai mis en rouge. Maintenant, si je clique sur l'image, ça m'ouvre ici un menu que je vais pouvoir utiliser pour faire avancer mon animation pas à pas. Donc on est parti de E, puis ensuite on est allé, vous voyez, au fur et à mesure, il y a des arêtes rouges qui s'affichent. Alors je sais que c'est pas forcément très visible, donc soyez attentifs. Donc on est allé en A, ensuite en D, on est remonté en B. Ensuite, il y a eu une phase de backtrack, de retour en arrière. On est remonté sur D, on est remonté sur A. Ensuite, on est allé en profondeur à G. Et on est allé ensuite en profondeur GF. Voilà. Ensuite, on a fait un backtrack jusqu'à E. Donc, je ne reviens pas sur les détails de l'algorithme. Ça, je vous laisse voir dans l'autre vidéo qui explique un peu plus l'aspect algorithmique. Et maintenant, si on isole les arêtes rouges et qu'on enlève les arêtes noires, ça nous donne cet arbre-là qui a été construit grâce à ce DFS. Encore une petite exécution sur une grille, ici la grille 5.4. Donc là, je fais l'exécution. Le résultat d'exécution est dans la liste L, qui est une variable globale, dont je me sers pour faire l'animation. Voilà l'animation, donc j'ai ma grille, j'ai mon sommet de départ qui est ici 5.3. Si je clique sur la grille, j'ai accès à mon animation. Donc je suis parti de 5.3. Ensuite, j'ai pris un sommet, voilà, un voisin qui est ici 4.3. Vous voyez l'arête rouge qui s'est allumée. Ensuite, je suis allé à gauche, à gauche, à gauche, en bas, à droite, en haut, à droite, en bas, là, là, là et là. Ici, je suis arrivé ici, hein, ça a fait ce long serpentin. Ensuite, il y a toute la phase de backtrack qui ne permet pas d'aller ailleurs. On revient à 1.3. Et ensuite, on va réattaquer la phase de descente pour aller en 1.4, 2.4, 3.4, 4.4 et 5.4. Voilà. Fin de l'algorithme, tous les backtracks. Ici, on revient en 5.3. Et maintenant, si on isole les arêtes rouges du reste, ça donne cet arbre-là comme résultat. Essayons un avant-dernier essai avec une grille torique maintenant, 3-4. On va voir ce que c'est une grille torique. Voilà, il a fait les calculs, les résultats sont dans la liste L. Maintenant, je fais mon animation. Vous voyez, c'est une grille en fait 3-4 avec des arêtes qui permettent de faire des cycles. Je vous reparlerai peut-être un jour du tore, c'est un graphe qui est assez intéressant. Donc voilà, maintenant j'anime, je pars ici, vous voyez, j'ai pris un sommet de départ qui était aléatoire, c'est 2,1, et puis j'anime, donc je viens ici, puis voilà, je remonte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je vais en bas, je remonte, 3, 4, et voilà. Maintenant, ensuite il y a toute une série de backtracks, et mon arbre, j'ai construit, c'est cet arbre-là. Regardons sur l'hypercube de dimension 3. L'hypercube, c'est un graphe dont j'avais parlé lors de la vidéo de bonne année de 2018. Je vais parler de cet hypergraphe, de ce graphe-là. Voilà, donc là aussi, j'ai choisi un sommet au hasard. Il m'a pris ce sommet-là.
Eh bien, regardons ce que ça donne. On est parti sur ce sommet, ensuite en bas, on est allé à droite, on est remonté à gauche, voilà, en biais sur ce sommet et ce sommet. Ensuite, backtrack et on revient sur le sommet de départ. Maintenant, si on isole l'arbre, ça donne cet arbre-là. On peut s'amuser à le réexécuter. Ici, comme il choisit un sommet au hasard, eh bien, voilà le sommet qu'il a pris maintenant. Ouais, c'est un sommet qui est différent. Si je m'amuse à le réexécuter, eh bien, ça me donne ça. On va en profondeur, et puis ensuite on fait un backtrack. Et si on isole les arêtes qui ont été prises, ça donne ça. Voilà. Donc c'était simplement quelques petites manipulations de graphes en Maple. C'était un petit partage d'expérience. Vous voyez que c'est très simple de manipuler des ensembles, des listes, des graphes dans ce langage. C'est très simple d'écrire des petits exemples de programmes, d'essayer des petites choses. Si vous avez des idées algorithmiques, eh bien voilà, c'est très simple. Ce n'est pas forcément la façon la plus efficace de programmer. Si vous devez manipuler des très gros graphes, ce n'est pas forcément l'outil qui est idéal, mais voilà, ça permet de faire des petites maquettes. Un petit aperçu sur le site web de l'éditeur. Bon, voilà, vous aurez tous les détails des produits Maplesoft si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu particulière vous aura plu, et puis à bientôt pour une prochaine. Au revoir.